Et nous nous retrouvons après cette interlude avec Hélène Frémaux. Merci. Ah oui, innovation. Alors, il y a un petit lien avec l'intervention d'avant. Moi, je vais avoir un questionnement qui est et si nous, adultes, on osait dire non ? Maintenant que nous sommes adultes et finalement que nous avons une position de dominant. Hein, voilà, c'est vraiment tout mon questionnement tout le long là, de ma présentation. Donc, je suis de formation animatrice. Donc, j'ai même l'éducation populaire dans la peau parce que mes parents sont de ce milieu-là. Je suis devenue surveillante en lycée, ensuite professeure de sciences économiques et sociales. Et puis, je suis devenue maman. Et mon monde s'est un petit peu écroulé. Je suis toujours très émue de l'intervention d'avant. Je vais prendre 2 secondes. Non, c'est bon. Et en devenant maman, mes traumas sont remontés à la surface. Et il a fallu faire face pour rompre cette chaîne de violence. Et heureusement pour moi, ma fille s'est montrée tenace. Et très tôt, elle m'a exprimé, merci, qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Et moi, ma norme, c'est l'école. J'ai grandi dans une école, mon père était gardien d'école, je suis devenue professeure. C'était évident pour moi que mes enfants iraient à l'école. J'étais une fervente défenseuse de l'école publique. Je n'osais même pas imaginer que mes enfants aillent dans une école privée, par exemple. Je n'imaginais pas d'autre pédagogie que ce qui se passe à l'école publique. Sauf qu'en passant professeur, j'ai bien vu que certaines choses n'allaient pas. Et puis surtout, en devenant maman, en essayant certaines choses à la maison, d'avoir notamment une écologie familiale plus démocratique, de prendre compte de la vie de mon enfant, ça ne pouvait plus fonctionner. Et on a eu cette chance, c'est que c'était encore sous régime déclaratif. L'instruction en famille était encore très facilement accessible, immédiatement accessible même, et sans condition. Il suffisait de faire une demande une déclaration, donc d'envoyer son petit courrier à sa DSDEN, l'éducation nationale, quoi, et puis à sa mairie, et on se lançait dans ce chemin et on apprenait en marchant avec son enfant. Et je ne connais pas l'âge doré de l'IEF, c'est pour moi une belle histoire qu'on me raconte, puisque nous avons commencé en 2019 avec ma fille. Mais c'était encore facilement accessible et très largement envisageable. Je connaissais l'IEF parce qu'en tant que professeur de sociologie, j'avais un gros chapitre sur l'école où je critiquais déjà pas mal l'école, mais c'est bon, c'était pas encore au point où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, j'avais déjà une dimension critique de l'école telle qu'elle était en France en 2019, puisque j'ai arrêté de travailler en même temps que nous sommes passés à l'IEF. Et je connaissais l'IEF parce que la première chose que j'expliquais aux enfants, c'était sur le chapitre de l'école, mais vous avez le choix, vous avez le droit de faire l'école, choisir l'option école ou de faire l'instruction en famille. Même si je ne connaissais pas des familles qui faisaient l'instruction en famille, moi, via en fait les cours que je passais aux élèves, c'était la première chose que je leur demandais. Est-ce que vous savez que vous avez le droit de ne pas être devant moi? Et j'en vois qu'il y en a qui ne veulent pas être là. Ça ne vous convient pas, ça ne répond pas à vos besoins. Et puis c'est très compliqué du coup en classe. Et ils étaient à 99% estomaqués de ne pas savoir que l'école n'était pas obligatoire, seule l'instruction l'était. Donc voilà, je suis entrée de cette manière-là en instruction en famille, simplement en écoutant ma fille, en ayant une information. Donc on l'a dit plus tôt, l'information est très importante pour les parents et pour les enfants. D'avoir l'information, c'est le premier pas peut-être. Et puis simplement, moi, d'avoir ce désir d'être à l'écoute de ma fille. Sauf que
il y a un jour où tout a basculé. Et j'aimerais bien que tu mettes la vidéo rapidement. C'est le 2 octobre 2020. C'est pour moi, personnellement, un moment de bascule. Dans le sens où c'est un peu le début de la fin. En tout cas, de ce qu'on nous donne l'impression qu'il va devenir une fin pour nous qui faisons l'instruction en famille. Et je suis désolée de vous imposer un énième discours de Monsieur Macron. Je suis désolée, mais... Voilà, pour moi il est important parce qu'il fait partie de mon processus personnel qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. C'est ce discours du 2 octobre 2020 au Murau. Est-ce qu'on éteint la lumière? Pour mieux le voir. Oui. Tu l'entends. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Je trouve que ça fait bien de sortir ses pommes. J'ai pris une décision sans doute, et je la mesure, nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc le paradigme. C'est tout. Voilà. Je sais pas vous ce que vous ressentez là parce que je sais pas où vous en êtes. Est-ce que quel est votre parcours par rapport à l'école, etc. Moi-même, je n'ai pas vu le discours le jour J, mais j'ai reçu plusieurs messages d'amis affolés me disant tu vas plus pouvoir faire l'instruction famille, c'est plus possible. Il l'a dit, c'est interdit maintenant. Et moi, avec tout mon chemin pour soigner mes traumas, pour accompagner ma fille le plus respectueusement possible, et ben je me suis dit bah non en fait. En fait, j'ai pas fait tout ce chemin pour que lui prenne une décision à ma place. Puis après en réfléchissant, mais non mais à la place de ma fille en fait. Il est hors de question que cet individu que je ne connais pas, qui ne connaît pas ma famille, qui ne connaît pas ma fille, qui ne sait même pas pourquoi elle ne veut pas aller à l'école, choisisse à sa place. Est-ce que Monsieur Macron va aller chez moi, prendre ma fille, l'habiller et l'emmener à l'école? Est-ce que c'est lui qui va gérer les crises? Est-ce que c'est lui qui va lui expliquer pourquoi en fait il fait ça? Et là vraiment c'était non en fait. On n'était qu'au tout début de l'action militante de défense de l'instruction en famille, mais moi c'était déjà non. En fait. Donc les assos d'instruction en famille se sont mobilisés pour essayer de normaliser ce qu'est l'instruction en famille, hein, donc des apprentissages hors cadre scolaire qui sont parfois très formels. Il y a des familles qui en fait importent l'école dans leur domicile, où c'est vraiment très formel, très vertical, le parent qui se positionne en sachant, qui transmet quelque chose. Et à l'autre bout du spectre, il y a des familles qui sont en homeschooling, qui, elles, sont dans une relation beaucoup plus horizontale, où finalement le parent apprend en même temps que son enfant, il l'accompagne véritablement. Il est plus un fournisseur de ressources quand l'enfant est en demande. Et voilà, il y a une horizontalité. Et nous, on est, avec ma fille et maintenant mon fils, qui est né plus tard en 2020, dans cette horizontalité, Enfin, le homeschooling s'est imposé à nous, moi qui venais de l'école, hein, je le rappelle. Et donc voilà, moi 2020, c'était déjà non. La loi a fini par passer, malgré l'action des associations de défense de l'instruction en famille, et a imposé un régime d'autorisation. Alors maintenant, vous devez avoir 4 raisons pour faire l'instruction en famille. 3 qui semblent assez faciles à obtenir, mais l'État est capable de refuser quand même. La santé, les médecins scolaires sont capables de refuser des diagnostics de médecins extérieurs. Le nomadisme, l'État est capable de vous
je sais plus comment on dit, sédentariser, voilà, mais vraiment de vous obliger à être à domicile, hein, parce qu'en fait, certaines familles se sont vues refuser leur demande d'IEF pour nomadisme, prétextant que en fait, ça ne peut être que pour raison professionnelle maintenant, pas de loisirs. Donc fini le Tour de France sur un an, par exemple. C'est pas partout, mais il y a des cas. Troisième cas, un enfant qui serait particulièrement investi dans un sport ou une activité culturelle ou autre, peu importe, en tout cas qui nécessiterait un temps important en dehors du cadre scolaire. Là, c'est pareil, les rectorats se permettent de aussi refuser. Et puis surtout, le dernier motif qui a été introduit pour dire que l'IEF n'était pas interdit. Donc c'est un petit peu ce motif-là qui pose problème aujourd'hui, qui devait normalement offrir à tous les parents toujours la possibilité de faire l'instruction aux familles si leur enfant le voulait. Ce quatrième motif, c'est situation propre, voilà, à l'enfant. Il me parle pas, celui-là. Et sur celui-là, les refus sont massifs. Donc aujourd'hui, finalement, le discours, qui était un discours annonciateur, se retrouve être une vérité vécue par les familles. Les familles, peu importe qu'elles justifient leur choix avec un dossier construit, pensé, peu importe d'ailleurs ce que dit l'enfant, hein, parce qu'en fait, jamais il ne s'acquiert de la vie de l'enfant. Les refus sont très importants et on ne peut plus faire réellement d'instruction en famille comme il était encore possible jusque le 2 octobre 2020. Et moi, dans tout ça, et la désobéissance civile dans tout ça, le 1er mai 2022, Marjorie et Ramine ont lancé un appel sur les réseaux sociaux en disant « Nous, il est hors de question que nous plions, il est hors de question que nous acceptions cet article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, interdisant de fait l'instruction en famille. » Et ils mettaient enfin des mots sur ce que moi j'avais vécu depuis 2 ans, sur en fait mon nom, qui était automatique, qui était instinctif à cette loi, à cet article. Et donc j'ai rejoint Enfance Libre. Enfance Libre est donc une association de parents entrés en désobéissance civile pour garantir à leurs enfants le droit à l'instruction en famille. Un droit non soumis à l'arbitraire de l'État. Nous réclamons le retour au régime déclaratif, qui pour nous est le seul moyen de garantir que ce droit soit accessible immédiatement, sans condition, et surtout en ne dépendant pas de décisions arbitraires de l'administration. Parce que c'est ça le gros problème qui se pose aujourd'hui. Les associations avaient prévenu que c'est ce qui se passerait, on y est, c'est bien ce qui se passe, on est soumis à l'arbitraire et donc à la domination de l'État et à la violence de l'État. L'association... Je crois qu'il y a une petite catastrophe. Donc l'association Enfance Libre regroupe des parents qui ont tous pris conscience que cet article 49 avait 2 conséquences majeures. D'abord, les enfants. On oublie leurs droits, on oublie la Convention internationale des droits des enfants. Leur consentement n'est absolument pas reconnu. Mais là, pour le coup, c'est dans la loi, quoi. C'est pas juste dans la vie de tous les jours. C'est explicite, j'ai envie de dire. C'est noté noir sur blanc que la vie de l'enfant ne compte pas. Et puis... Ensuite, on a une déresponsabilisation des parents, dans le sens où un parent qui voudrait répondre à une demande de son enfant ne peut plus le faire. Un parent qui voudrait protéger son enfant, il y a eu beaucoup de cas de harcèlement et de suicide mis en avant ces derniers temps. Les parents ne peuvent plus le faire. Il faut l'autorisation du chef d'établissement. Or, jamais, pour avoir été prof, jamais un chef d'établissement ne reconnaîtra sur papier qu'il ne peut pas mettre en sécurité les enfants dont il a la responsabilité. Et c'est ces 2 écueils-là que nous, on essaye de mettre en avant, et particulièrement celui de l'enfant a un avis, l'enfant est une personne, les enfants sont partie prenante des questions en fait, qui les concernent directement, et l'instruction est la première des questions qui les concernent, puisque ça correspond à au moins 50% de leur vie, enfin de leur temps, quoi.
Et donc, on désobéit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie notre petite lettre de désobéissance civile en disant « Nous refusons de vous demander l'autorisation, nous continuons à faire l'instruction. Nos enfants ont décidé de choisir l'IEF, nous écoutons leurs paroles et faites ce que vous avez à faire de votre côté. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont à faire de leur côté ? Eh bien, c'est assez risqué pour nous. Nous avons plusieurs risques qui sont le risque pénal. Nous risquons 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Pourquoi est-ce qu'on entre en désobéissance civile ? Parce qu'on veut qu'un juge extérieur au juge administratif, donc extérieur un peu plus autonome, on va dire, que le juge administratif, statue sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt supérieur de l'enfant ? Est-ce de le forcer à aller à l'école ? Parce qu'on estime que l'école est le meilleur vecteur de sociabilité et de socialisation ? Ou est-ce d'écouter l'enfant qui exprime un avis, qui exprime un besoin ? Autre risque que l'on prend, ce sont toutes les procédures au civil. Nous sommes confrontés aux enquêtes de l'ASE. Nous avons eu 6 familles qui ont rencontré les services de l'ASE. Une seule va là devant le juge pour enfants sur les 6. Les 5 autres, ça a été des non-lieux, le dossier est classé. Il n'y a pas donc de risque pour ces enfants. Enfin, voilà, nos familles... En tout cas, pour ce que je connais de chacune des familles, il n'y a pas de problème d'emprise. Au contraire, on essaie d'écouter nos enfants. Et donc, pour l'instant, l'ASE reconnaît cela, que nos enfants ne sont pas en danger. Et pour la famille qui va au procès, devant le juge pour enfants, c'est simplement parce que les professionnels de l'ASE n'ont pas voulu prendre la responsabilité, elles, de classer le dossier. Alors que d'autres l'ont fait par ailleurs sur d'autres familles. Et ce qui les titille un petit peu, c'est notamment l'aîné qui, à 7 ans, ne lit pas encore suffisamment de manière fluide. Voilà. Donc autant vous dire que tout ce qui est apprentissage informel, rythme de l'enfant, tout ça, on en est très loin. Mais bon... Le placement d'enfants, ça peut être un risque, mais il n'est pas forcément plus élevé que n'importe quelle famille qui scolarise ses enfants, puisque les informations préoccupantes partent pour beaucoup en fait des écoles. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas été menacé. Mais là où nous subissons une violence forte de l'État, c'est concernant la CAF. Pas mal de familles se sont vues supprimer leurs droits à la CAF. Et ce n'est pas seulement les allocations familiales, ce que l'on pensait au départ, qui étaient d'ailleurs dans la loi au départ, mais avec la loi CRPR, ils ont aussi modifié le code de la sécurité sociale. Et ce sont maintenant toutes les prestations familiales, compris RSA, compris APL, allocation enfants handicapés, bon voilà, tout ce qui relève des allocations que l'on peut percevoir grâce à la CAF, on risque de les perdre. Et on en a 3 familles là qui sont concernées, et pour certaines, ça représente plus de 20 000 € sur l'année. Donc c'est de cette manière-là que l'État exprime sa domination, exprime sa violence. Il essaye de nous faire taire de cette manière-là. Nous nous organisons pour justement dire que ils peuvent toujours essayer, mais nous, on se pose comme rempart en fait. Nous recevons cette violence et nous essayons de protéger nos enfants de cette violence. C'est un jeu assez difficile, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, et les enjeux aussi sont des enjeux d'équilibristes. On est dans ce choix difficile, dans ce truc très fin de je protège mon enfant et en même temps je l'implique, parce que si nous entrons en désobéissance civile, moi en particulier, c'est parce que ma fille refuse clairement, très nettement, d'aller à l'école, et qu'elle est capable de dire mais monsieur Macron, il n'a pas le droit de me dire d'aller à l'école. Personne ne peut m'obliger à l'école, je veux pas. J'irai quand je serai plus grande. Ok. Donc voilà, on est sur ce truc très, très subtil du comment on fait pour protéger nos enfants à la fois de notre domination, mais aussi finalement de celle qu'on subit au-dessus, qui est celle de l'État. Donc pour les entendre, pour porter leur voix, en tout cas aider à ce que leur voix soit plus audible, et en même temps ne pas les mettre en danger. Pour l'instant, nos enfants ne sont pas en danger de placement. Il y a des situations qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins évidentes selon les familles. C'est sûr que les enquêtes de l'ASE sont perturbantes, et en même temps, les enfants savent pourquoi on le fait. On essaye de
de se préparer collectivement, hein, ensemble, en fait, sur pourquoi l'État a besoin de contrôler, en fait, ce qui se passe dans les familles. Et du coup, je voudrais terminer sur ça, sur l'instruction en famille, de mon point de vue de maman qui est entrée en désobéissance civile simplement pour répondre à un besoin de ma fille qui est d'être avec moi et de continuer à faire ses sorties avec ses copains qui sont aussi en instruction en famille, d'avoir un rythme un peu autre, de faire un choix un petit peu à la marge, mais pourquoi on n'aurait pas le droit à ce choix de la marge en fait Pourquoi est-ce que l'IEF c'est un angle mort des droits des enfants ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de dire non à cette obligation à l'école, en fait ? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne s'autoriserait pas à nous déscolariser, nous ? Parce qu'on est quasiment tous passés, je pense, sur les bancs de l'école. Voilà, pourquoi on ne dirait pas non, tout simplement ? Non, parce qu'on ne veut pas nous-mêmes ce choix de vie, pour nous. Parce que nos enfants ne veulent pas cela. Et c'est pas que un non, finalement, à l'obligation scolaire, c'est un non à cette domination de l'État qui veut aller jusqu'au plus privé de qui nous sommes, de ce qu'est notre famille. Voilà, pourquoi ne pas dire non, tout simplement.